messieurs, merci d'être présents dans cette salle donc, pour le trentenaire de la Fondation du Forum. Nous avons donc aujourd'hui une table ronde qui voit la participation d'élus de haut rang, si j'ose dire, au sein de notre... On n'entend pas? Oui, je vais... Au sein de notre organisation territoriale, donc je les citerai à la fin de ce petit mot d'introduction. Le thème du jour, c'est quel maillage territorial pour faire des collectivités un moteur de la croissance. Donc, effectivement, ce Graal que chaque gouvernement, l'un après l'autre, depuis maintenant une bonne décennie, court après. Donc, 30 ans après l'entrée en vigueur de la décentralisation, 40 ans après la fin des 30 glorieuses, c'est effectivement des zones d'incertitude dans lesquelles se meuvent les élus pour faire en sorte que, bien que l'État soit effectivement le garant constitutionnel de l'emploi pour chacun, pour faire en sorte que chacun dans leur territoire puisse vivre, puisse travailler, puisse dégager des ressources à la fois pour le foyer et pour la collectivité. Donc nous allons plus précisément voir le type de maillage, le gabarit qu'il faut pour attraper cette croissance dans les filets des collectivités. Alors il y a deux moyens pour cela, mais je crois que les élus ici, avec le vécu qu'ils ont chacun sur leur territoire, pourront effectivement sortir de ce cadre-là et dire leur expérience, et notamment ce qui marche. Donc un cadre de développement qui auparavant était fixé par l'État, par la planification. On s'en rappelle, donc tout était décidé d'en haut, et le rouleau compresseur marchait, on avait des objectifs, on avait une certaine stabilité de l'économie. Aujourd'hui, effectivement, tout est différent, et avec la décentralisation, on a transféré peu à peu tout ce qui était prérogative de l'État en matière de planification, et on a ici à cette table M. Soulage qui a été un des derniers acteurs des grandes heures de la planification. Eh bien, cette planification s'est éteinte au fil du temps pour prendre d'autres formes, des formes par filière, on appelle ça des pôles d'excellence ou des pôles de compétitivité. Enfin, les collectivités locales, on le sait aussi, sont des investisseurs publics. Elles sont aux commandes pour l'essentiel de la commande publique en matière d'investissement. Donc c'est aussi du côté de l'offre, enfin de la demande qu'il s'agit de trouver également la croissance. Alors pour éclairer de leur expérience, nous avons ici donc plusieurs élus. Donc je vais commencer par Madame Cailleux, sénatrice de l'Oise, maire de Beauvais, présidente de l'agglomération du Beauvaisis, présidente déléguée de la Fédération des villes moyennes. Monsieur Alain Rousset, député de la Gironde, président de la région Aquitaine, président de l'Association des régions de France, Michel Destot, député de l'Isère, maire de Grenoble, président de l'Association des maires des grandes villes de France, et Bernard Soulage, vice-président de la région Rhône-Alpes, membre du comité des régions, président de l'Association Villes et régions européennes de la grande vitesse. Si vous voulez, sur la méthode, je pense que tout le monde sera d'accord. Il faudrait qu'il y ait un maximum d'interactivité au sein de la table, et éventuellement dans la salle aussi, juste un peu de discipline, c'est-à-dire lever la main, mais je crois qu'il est bon, plutôt que d'avoir une suite de monologues, d'avoir des échanges sur chacune des questions qui va être évoquée. Donc on va aborder la première partie qui va toucher la croissance par le développement du tissu économique, c'est-à-dire la croissance par l'offre, et le rôle des collectivités. Alors, en bref état des lieux, si on consulte le Code général des collectivités territoriales, on s'aperçoit de plusieurs choses. On a 31 dispositions législatives dans le CGCT qui disent « la commune est compétente en matière de développement économique ». On en a 25 qui disent « non, c'est le département », et on en a 27 qui disent « c'est la région ». Donc, la première question vient de fait. Est-ce qu'on n'en aura jamais assez, ou le trop est l'ennemi du bien? Madame Cailleux, si vous voulez, j'ai honneur aux dames. Oui. Il faut parler. Non, il marche
marche pas, mais alors je prends. Très bien, écoutez, merci de me donner la parole. Je pense qu'il y en a en effet trop, mais je pense qu'en effet, les élus qui veulent remplir leur mission d'apporter de l'emploi à leurs habitants, qui est quand même une des missions essentielles du mandat d'élu, s'emparent des compétences pour le faire. Je dirais à la fois la commune et les communautés de communes ou d'agglos sont des donneurs d'ordre, comme vous l'avez dit en introduction, et représentent, et je parle là à la fois en mon nom personnel et au nom de la Fédération des villes moyennes, représentent 70% de la commande publique. Si je regarde les investissements menés par notre territoire depuis 2001, ça a été à peu près entre 15 et 19 millions d'euros chaque année sur les budgets municipaux. Donc c'est dire si aujourd'hui, dans la période de difficultés économiques, de crise économique que l'on connaît, une opération de rénovation urbaine qui a représenté 110 millions d'euros sur un territoire, la construction d'un théâtre, la réalisation d'une gare routière sont des commandes publiques qui permettent de soutenir le bâtiment, de soutenir l'emploi et d'animer un territoire. Mais je dirais que ça ne s'arrête pas simplement là, parce que malheureusement, et alors là je le dis très simplement, je trouve que la notion de financement croisé que nous connaissons dans notre pays crée des problèmes quand vous n'arrivez pas à lancer un projet sans obtenir les financements des collectivités amis, disons, départements ou régions. Et à titre personnel, en tant que maire de Beauvais, je me suis déjà heurtée à des projets que j'ai été obligée de revoir à la baisse parce que le tour de table n'était pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, moi je vous dirais volontiers, si le territoire communal et intercommunal me paraît être un maillage important pour aménager son territoire au sens économique du terme, la notion de financement croisé vient contrecarrer cette initiative individuelle de l'agglomération. C'est ma première introduction sur votre question. Bien entendu, est-ce que le président d'une région a le même avis que vous? Oui, d'une certaine manière. Je veux dire, le constat des financements croisés et notre organisation territoriale rallonge le temps de la décision publique et en augmente le coût, par définition, puisque à partir du moment où on n'est pas spécialisé, à partir du moment où il n'y a pas une répartition claire des compétences, chacun intervient sur tout. Et je pense d'ailleurs que dans un monde plus complexe, plus compétitif dans lequel on se trouve, après que les entreprises se soient spécialisées, il faut aussi que nous ayons une forme de spécialisation au niveau des collectivités locales. Ça ne signifie pas que sur l'aspect de compétences de développement économique que tout le monde veut faire, il s'agit de nier à l'intercommunalité notamment le soin d'intervenir. Je pense que les aspects fonciers, les aspects immobiliers, les aspects d'équipement et d'environnement doivent être de la responsabilité de l'interco. De la même manière, l'interco peut participer, et nous avons des conventions avec ça, dans le cadre de la compétence régionale, d'aide directe. Et moi, j'ai des conventions avec toutes les agglos et tous les départements, de telle sorte que, ne pouvant pas être présents partout, les agglos et le terrain font remonter un certain nombre d'initiatives. Ceci dit, notre objectif aujourd'hui est de redresser notre appareil productif. Et redresser notre appareil productif suppose que les régions, dans le cadre de leurs compétences, soient présentes sur ce que les industriels appellent la chaîne de valeur, qui part de la recherche, du transfert de technologie, des fonds d'investissement, de risque ou pas de risque, jusqu'à l'aide à l'innovation ou à l'internationalisation. C'est pas une compétence banale. Moi, je regarde le type de recrutement de mes collaborateurs, soit dans mon agence de développement industriel et d'innovation, ou bien dans
dans mes équipes, je regarde ce qui se passe dans les pays qui réussissent. Il faut un recrutement plutôt d'ingénieurs, de financiers, de spécialistes de financement. Alors, on a une spécialisation qui se fait. On n'est plus, effectivement, dans le moment où les collectivités, pour s'en sortir, construisaient une école, une gendarmerie, aménageaient une route, un rond-point. On est passé à autre chose. Par ailleurs, aujourd'hui, la stratégie de filière est essentielle, que ce soit les anciennes filières à moderniser ou les nouvelles filières à créer. Ces filières-là supposent des stratégies de type cluster, qui sont plutôt à l'échelle régionale qu'à une échelle simplement d'une collectivité. Vous voulez faire quelque chose sur le numérique. Il y a une histoire à Bordeaux et en Aquitaine sur le numérique. Mais le numérique, je le trouve à Biarritz, je le trouve à Bordeaux, je le trouve dans différentes communes. Je veux faire une politique de filière sur l'aéronautique. Il y a un pôle de compétitivité, mais je le trouve aussi bien le long des Pyrénées, autour de Bordeaux. Donc il faut qu'on ait une stratégie, parce que cette stratégie-là suppose que nous puissions intervenir sur la structuration de la sous-traitance, sur un certain nombre d'éléments clés, le traitement de surface, les matériaux, enfin, voilà. Et il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Si vous n'avez pas de pilote dans l'avion, ça ne marche pas. Et le deuxième point, c'est que toutes les compétences qui ont été transférées complètement aux collectivités, c'est-à-dire les lycées, c'est-à-dire les TER, c'est-à-dire les transports en commun si propres, en aglo, enfin, ou les collèges, toutes ces responsabilités qui ont été confiées précisément, toutes ont réussi. Ce n'est que lorsque l'on ne sait pas qui fait quoi que les choses ne marchent pas. Et nous avons un devoir auprès de nos concitoyens, surtout dans une période difficile, de savoir qui fait quoi. Je prends les deux éléments les plus importants aujourd'hui, l'emploi et le logement. Qui est le responsable du logement aujourd'hui? Est-ce que c'est la commune, le maire qui signe le permis de construire? Est-ce que c'est l'agglo? Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est le département ou la région qui vont venir aider à la réhabilitation d'un grand ensemble? Est-ce que c'est l'État? On ne sait pas. Je prends l'emploi. Je ne parle pas des aspects macroéconomiques. Je ne parle même pas et surtout pas du montant de l'indemnisation du chômage ou de la durée. Je parle de la réinsertion des chômeurs. Ce bout de formation, cette information sur les postes à pourvoir dans toute la région, cette mobilité, ce problème de logement, qui en est responsable aujourd'hui? Dans une région comme la mienne, mais c'est la même chose en Bretagne, en Midi-Pyrénées, je suppose en Rhône-Alpes ou dans les autres, dans une région comme la mienne, il y a 173 organismes qui concourent à la réinsertion des chômeurs. Et il n'y a pas un pilote dans l'avion régional. Donc personne, à la limite, ou à part le fonctionnaire de Pôle emploi, ne prend entre les mains cette chaîne qui va de la bonne connaissance de tout le tissu industriel, là où il y a des manques, les aspects de mobilité, parce qu'il faut parfois faire des déplacements, le petit bout de formation. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réussi ça, eh bien, on n'aura pas rendu la visibilité à nos concitoyens, quels qu'ils soient, que ce soit le citoyen chômeur, le citoyen chef d'entreprise, le citoyen habitant cherchant un logement, on aura toujours cette défiance à l'égard du politique. Par ailleurs, il y a tellement de choses à faire que nous sommes à bien choisir ses compétences, nous le ferions. Ça ne signifie pas qu'il faut que l'État abandonne sa responsabilité. Regardez, nous avons perdu pendant plus de 10 ans, même un peu plus, les aspects de stratégie industrielle. Sur quelle filière, sur quel secteur allons-nous, comme on l'a fait dans les 30 Glorieuses, vous le disiez tout à l'heure, investir? Un pays est obligé de se spécialiser, comme une région se spécialise. Et comment choisissons? Est-ce qu'on fait plutôt les biotech?
Aujourd'hui, autour de Boston, vous avez en gros, je faisais le point ce matin, par coïncidence, 90 milliards d'investissements dans les biotech. Et la France, qui a une créativité en matière de biotech, n'a pas les moyens d'accompagner ou peu de moyens d'accompagner. Comment répond-on à ces filières nouvelles, l'optique et les lasers, les énergies renouvelables? Il faut qu'à un moment donné, l'État fixe la voie, la stratégie, et ensuite, après, le relais soit pris proche du terrain. Regardez, les États qui réussissent aujourd'hui, c'est des États à l'échelle régionale. La Suède, le Danemark, regardez l'Allemagne. Le modèle régional allemand, je ne parle pas, bien entendu, de comparer une région à un Länder ou à un Land. Tu ne tiens pas à avoir la compétence santé ou la compétence éducation ou la compétence... Non. Simplement, moi j'étais la semaine dernière avec un collègue allemand, je suis un peu terrorisé quand je vois les moyens qu'il a pour accompagner ces entreprises. Et si je compare toutes choses égales par ailleurs, on est de 1 à 4. Dernier point, on sait qu'on réindustrialisera avec des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire la croissance des PME. Aujourd'hui, vous n'avez pas de taille intermédiaire, d'entreprises de taille intermédiaire à l'échelle de la France. Il y en a 1000, moins de 1000. L'Allemagne en a 15 000. Or, si vous n'avez pas une volonté politique, l'État, les grands groupes, et en bas on a des TPE. Si vous voulez faire croître les PME, il faut que la région, ce soit son job et ses moyens, et sa responsabilité, si effectivement elle ne le fait pas. Voilà comment je conçois les choses. Donc on a eu la défense du bloc communal, celle de la région. On va peut-être plus développer sur l'espèce de contradiction qui entre à travers les tendances législatives qui, d'une part, constatent et accompagnent la montée en puissance des agglomérations dans l'intervention économique, et d'autre part la réaffirmation de la région comme chef de file. Alors, est-ce que c'est une contradiction, ou comme l'a dit M. Rousset, il y a des complémentarités? Monsieur Desto. Vous aimeriez un peu de polémique pour qu'on anime le débat. Non, je vais me mettre langue de bois parce que je suis comme Alain Rousset, il faut quand même dire les choses. On parle d'acte 3 de la décentralisation. Si je me laisse aller, je dirais ça me gonfle un petit peu. Parce qu'on parlera le coup suivant d'acte 4, et puis après l'alternance d'acte 5, etc. Bon, la réalité, c'est qu'il faudrait un jour qu'il y ait un acte 1 de la territorialisation. C'est-à-dire qu'on prenne conscience que les collectivités locales, ça existe. Hein, et que ça a un rôle dans le redressement, l'animation et le rayonnement de notre pays. Et quand on cligne les yeux, quand on voyage un petit peu à l'étranger, il y a de grandes collectivités qui sont capables de redresser sur le plan économique. Je ne dis pas qu'à elle toute seule doit mailler le territoire. C'est au contraire une grande chance de notre pays d'avoir des départements, des villes de taille très différentes. Ces deux grandes collectivités, ce sont les régions et les métropoles. Disons-le clairement, nettement. Sauf que les régions n'ont pas un radis. Pour parler clairement, il faut pouvoir être capable de pouvoir être actif. Et donc, il faut non seulement leur donner des compétences supplémentaires, mais les ressources qui vont avec. Sinon, on se raconte des histoires. Il faudra un acte 4, un acte 5, un acte 6 de la décentralisation. Quant aux métropoles, disons-le clairement, depuis la Commune de Paris, l'État français extrêmement centralisé, jacobin, est absolument incapable de décentraliser quoi que ce soit. Et on paye les prix de 150 ans de non-décentralisation. À la limite, que Paris en fasse les frais, mais que l'ensemble des communes françaises, notamment les grandes villes françaises, en fassent les frais, c'est quand même le monde à l'envers. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus, on est dans un pays de droit. C'est-à-dire on pense qu'il faut légiférer et que la loi doit s'appliquer de la même façon partout. Comme si toutes les régions étaient les mêmes. Enfin, il ne faut quand même pas déconner. Hein, l'Île-de-France, l'Aquitaine, Rhône-Alpes et PACA, ça pèse quand même plus que d'autres régions que je ne vais pas nommer par élégance. Quand on dit tous les départements pèsent de la même façon, ça n'est pas du tout, c'est pas du tout vrai. Il y a même des départements qui vont disparaître.
dans le cadre d'une fusion entre les métropoles et les départements. Vous voyez venir entre Lyon et Rhône-Alpes. Et les communes, il y a de grandes communes, il y a des moyennes communes, il y a des petites communes. C'est pas que les petites communes sont moins intéressantes que les moyennes communes ou que les grandes communes, c'est qu'on ne peut pas faire la même chose dans tous les cas. Et qu'on est dans un pays qui confond l'unité, qui est nécessaire évidemment, avec l'uniformité. Alors à chaque fois, on se bat au Parlement à essayer de faire rentrer avec un chausse-pied dans la chaussure de la décentralisation des lois, et on n'y arrive pas. La loi de décembre 2010, on a vu comment ça s'est terminé, par pas grand-chose. On était parti de la commission Balladur, tout le monde était d'accord, en gros, c'était les régions et les métropoles, et on a fini par Nice, vaguement métropole. Voilà comment ça s'est terminé. Rien pour les régions et rien pour les départements, rien pour les villes. Bon, on va peut-être encore un petit peu avancer là, mais on voit bien la difficulté que ça a à partir du moment où il n'y a pas une vision claire. Et au fond, on en est à un point où on peut se demander s'il ne faudrait pas quand même qu'il y ait un engagement du président de la République pendant ces campagnes présidentielles, et ensuite, référendum. Pourquoi référendum? Moi, je suis contre les référendums de façon générale, sauf sur une chose, c'est que ce soit les élus qui tranchent eux-mêmes de leurs propres fonctions. Et c'est là où naît l'ambiguïté. S'il y avait un seul cas où le référendum serait nécessaire, c'est ce qu'avait fait en 69 le général de Gaulle. Mais malheureusement, on réglait le solde de mai 68, on ne raisonnait pas sur les régions à l'époque. Et puis il avait eu le tort peut-être de retirer en plus le Sénat, ce qui compliquait un petit peu les choses pour les résultats. Bien. Alors, le redressement de notre pays, c'est un redressement économique. Et moi, je vous dis clairement que ça doit passer par les régions et les grandes métropoles. Et qu'il nous faut trouver l'articulation et la complémentarité, ce qui ne veut pas dire que la territorialisation ou l'animation du pays se réduit au redressement économique. Mais il passe aussi et prioritairement aujourd'hui par ça. Et moi, je le dis clairement. Vous savez, aujourd'hui, les deux villes qui ont un taux de croissance le plus élevé en France, c'est Rennes et Grenoble. Alors qu'on est à 0% au plan national, on a 3%. Il y avait sur la ville de Grenoble 10 188 chômeurs le 1er janvier de cette année. Le 1er juin, il y en a 10 001. On est la seule ville en France où le chômage recule. Alors on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, si le but c'est d'augmenter l'emploi dans notre pays, il faut évidemment s'appuyer sur les territoires où il y a possibilité de le faire. Et tous les autres territoires profiteront par maillage, par articulation, qu'on soit dans les grandes villes, dans les villes moyennes, dans les petites villes, qu'on soit dans les départements ou les petites régions, de ce qu'on pourra faire si on tire vers le haut l'ensemble de ce secteur. Je veux terminer sur un point. J'ai été invité par le gouvernement de Singapour il y a 2 ans. J'étais très étonné, ils insistaient, le premier coup, bon, j'avais dit, j'ai un peu eu le temps, non, venez avec votre épouse, il me paye tout le voyage, etc. J'y vais, je suis reçu pendant 3/4 d'heure par le Premier ministre de Singapour, pendant 1h30 par le ministre des Affaires étrangères. Pendant ce temps, c'est une amie, ministre du Commerce extérieur, Madame Hydra, qui était reçue 20 minutes, une demi-heure par son homologue du commerce extérieur. Je dis, mais pourquoi ça? On a repéré sur la carte d'Europe, il y a des portes d'entrée, il y a des pôles de compétitivité, il y a des secteurs qui sont effectivement pour nous des choses absolument essentielles. Vous connaissez ni David ni l'avant, c'était pas pour moi. Alors après, il me dit, mais comment vous êtes organisé? Alors je commence à expliquer la ville de Grenoble, l'agglomération grenobloise, le département. Ah bon, oui, mais concrètement, combien tout ça, ça compte, ça pèse? Mais j'ai vite arrêté. Et j'ai expliqué que bon, j'étais le patron de tout ce machin-là, parce qu'ils ne comprenaient plus du tout comment on était organisé. Non mais, vous imaginez, quand on est en contact avec le maire de Shanghai, avec le maire de Sao Paulo, etc., et qu'on est dans une compétition mondiale, il faut comprendre qu'évidemment, tous les maires sont responsables, évidemment, tous les présidents du département sont à égalité de responsabilité, tous les présidents de région sont à égalité de responsabilité, mais il y a nécessité aujourd'hui de se battre, d'avoir une dynamique qui permette de tirer vers le haut notre propre pays.
Eh bien, je dis que ça, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le faire. On est dans un pays extrêmement centralisé, un pays extrêmement jacobin et finalement extrêmement conservateur. Et on voit à chaque fois la difficulté que nous avons à franchir un pas ensemble. Donc, ce n'est pas de la polémique, c'est de la complémentarité, c'est du travail ensemble. Et ce qu'on dit avec Alain Rousset, avec nous, c'est exactement la même chose. J'étais chef d'entreprise, je sais ce que c'est. Hein, j'ai monté ma propre entreprise, je suis devenu maire de Grenoble, je sais ce que c'est que passer d'une petite entreprise start-up à une PME et de vouloir tirer effectivement cette PME pour devenir des ETI. Songeant que nous avons le 5e pays du monde qui a le plus d'atouts au monde, eh bien on est absolument incapable de les faire valoir. Nous étions en Chine avec le président de la République. Le président de la République de Chine nous dit avec élégance, comme il sait faire, écoutez, on ne comprend pas ce qui vous arrive dans votre propre pays. Il dit, vous avez le pays le plus beau du monde, on était très heureux, bon, on nous flattait. C'est pas tout à fait faux. Hein. Avec les États-Unis, on a, c'est vrai, la plus grande variété de paysages, hein, un climat extraordinaire, un pays multiculturel. Bon, la plus grande cuisine du monde, véritablement un patrimoine culturel, artistique extraordinaire. Et il dit, il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a plus de touristes français en Chine que de touristes chinois en France. Vous voyez, un rapport des populations, hein, un rapport 20. Et en plus, quand on sait, il n'a pas eu l'outrecuidance de nous le dire, le touriste chinois a 10 fois plus de devises à y penser, parce que ces gens, ils arrivent avec des devises comme une peur forte. Donc c'est quand même très intéressant pour nous. Et alors on dit, mais pourquoi? Alors ils ont creusé. Il dit, ben oui, pour aller en Allemagne ou pour aller au Royaume-Uni, on a des visas à peu près dans toutes les grandes villes de Chine et on les emmène 4 heures. Pour le visa français, il faut aller soit à Pékin, soit à Shanghai. En moyenne, c'est 2 mois. Quand il manque une pièce, on retourne. Alors quand on est dans sa région à 4000 km de Shanghai ou de Pékin, vous voyez, c'est quand même très facile pour avoir la pièce complémentaire. Après, ils arrivent à Paris. Quand ils finissent par obtenir leur visa, ils arrivent à Paris. La plus grande et la plus belle ville du monde. Et puis, comme vous savez, le yuan n'est pas convertible en euros. Donc, ils n'ont pas les cartes de crédit. Donc, ils ont dans la poche les liasses de billets, hein, pour vivre. Et ça, c'est... Elle dit, vous avez une catégorie de population. Alors, je ne cite pas le nom parce qu'on va trouver que c'est assez désagréable. On nous fait les poches. Alors, au bout d'un moment, ça c'est... Et voilà. Écoutez, je crois qu'il faut vraiment qu'on redresse la tête et qu'on se rende compte qu'on est le 5e pays du monde, mais qu'on ne se donne pas les moyens de pouvoir le rester. Alors, quand on a la chance d'avoir le pays qu'on a, avec des atouts absolument considérables, on a la plus grande créativité par individu en France. Mais dès qu'on est collectivement, soit en politique, soit en économique, on est beaucoup moins bon, eh bien, il faut qu'on y aille, qu'on redresse. Et tous ceux qui en veulent, ben, il faut leur donner la capacité de pouvoir y aller. Merci. Juste une précision. Vous avez parlé de référendum. La question du référendum. C'est cette articulation. C'est dire dans notre pays, il faut des grandes régions, on leur donne des moyens. Il faut des grandes métropoles, on leur donne des moyens. Ce qui ne met pas en cause ni les départements ni les autres communes. Mais on franchit un pas. Sinon, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On part du principe que tous les présidents de la République doivent aller chaque mois d'octobre, hein, devant le Congrès des maires de France. Hein, vous voyez, c'est le truc où il y a 10 000 ou 15 000. Et puis c'est un grand moment, un grand spectacle, parce qu'il y a le maire du village des Alpes, 20 habitants, et puis il y a le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et puis le président de la République, tous, hein, ils ont tous été les mêmes, hein, depuis la Cinquième République, et disent, c'est la grande démocratie, vous voyez, vous êtes complètement à égalité. Le maire des Alpes, 20 habitants, qui ne fera jamais rien, évidemment, parce qu'il n'a pas un copec, et puis le maire de Paris, à côté, qui en fait, mais qui pourrait en faire beaucoup plus, si on lui donnait vraiment les moyens d'être un véritable maire, hein, avec des compétences, hein, et pas avoir des préfets, lui interdire de faire de la culture, etc. Parce que, comme vous savez, malheureusement, il n'a pas toutes les compétences qu'on peut avoir, y compris en province. Ben voilà, on continue à vivre un petit peu dans l'illusion. L'illusion de l'uniformité, non pas de l'unité. On respecterait beaucoup plus les gens en leur donnant à chaque niveau, en fonction de chaque compétence, en fonction de chaque collectivité, les moyens de l'exercer pleinement. Moi, je crois que c'est ça le respect de la démocratie, c'est pas de dire n'importe quoi à tout moment. Je vais me tourner vers Bernard Soulage, donc, qui est en dehors de ses fonctions électives et professeur d'économie. Donc, on a entendu tout à l'heure le président Rousset dire que effectivement l'État doit garder sa fonction
planificatrice, on va dire, sur les filières à développer ou sur effectivement les chantiers à entreprendre sur le plan national. Est-ce que vous avez cette vision-là ou est-ce que c'est un traitement qui peut être traité par les territoires, cette planification Enfin, je crois là, on peut vraiment combiner, mais je voudrais faire 2 remarques, puisque vous avez mentionné mes qualités de professeur d'économie, c'est ce à quoi je tiens le plus. Mais en la matière, je voudrais qu'on se mette bien dans la tête 2 choses. La première, qui est peu connue, mais que je n'ai pas le temps d'expliciter, de la démontrer aujourd'hui, mais je suis à la disposition de tous ceux qui en douteraient. Pour l'Allemagne, son potentiel de croissance dépend entre 70 et 80% de l'activité internationale dans les 10 ans qui viennent. Et pour la France, il dépend entre 2/3 et 70%. La différence entre nous tient à notre meilleure démographie. Hein, donc on est un peu moins dépendant pour notre croissance future de l'extérieur que l'Allemagne, mais il faut se mettre ces chiffres-là en tête. Et toute personne qui ne le met pas en tête, qui pense que l'avenir de la croissance et de l'emploi en France dépend de la consommation française, fait une erreur. Ça ne peut pas, c'est absurde. D'autant plus que l'écart de la dynamique de croissance entre les différents pôles de l'économie mondiale s'est considérablement accru en 15 ans. Hein, en 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons... prenons la période, pour parler de période comparable, la période du gouvernement Jospin, la France faisait une croissance un peu supérieure à la croissance mondiale. Un peu supérieure. C'est un peu, enfin, je suis prêt là aussi à l'expliciter, mais il faut bien avoir ça en tête. Ça a moins de 15 ans. Aujourd'hui, la zone euro fait une croissance nulle, alors que la croissance mondiale est bon an, mal an entre 3,5 et 4,7. Donc c'est un univers totalement différent, y compris quand on se projette sur les sources de création d'emplois. Donc il faut l'intégrer. Et le deuxième remarque, c'est la perte de compétitivité absolument brutale de l'économie française et des entreprises françaises, ce qui se traduit par les pertes de marché. Hein, on peut les prendre par la macroéconomie ou par la microéconomie, comme on veut. La perte de compétitivité est considérable. Et comme nous n'avions pas, tout le monde sait ça, mais il faut toujours se le rappeler, parce qu'on l'avait montré assez facilement il y a 25 ans, nous n'avons pas de compétitivité hors prix. Nous sommes très dépendants de la compétitivité prix, et du coup, il y a une perte de compétitivité. Quand vous associez les deux, notre croissance dépend de ce qui va se faire à l'extérieur pour plus des 2/3 de notre potentiel de croissance, et nous avons des pertes de compétitivité, il y a un vrai souci. Alors, je voulais dire ça parce que je pense qu'il faut se projeter là-dedans. Et donc le discours sur les ETI, que viennent de reprendre par exemple Alain et Michel, c'est pas simplement un discours comme ça de théorie. C'est parce que nous devons créer des entreprises capables de se situer sur ces 2 enjeux. Si nous ne le faisons pas, nous resterons peut-être avec des PME performantes tournées vers le marché intérieur, peut-être avec quelques grands groupes capables de capter les grands marchés publics, mais pas le cœur, qui est la croissance des classes moyennes dans le reste du monde, dans lequel vont se situer toutes les ETI dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, allemandes ou ailleurs. Voilà, faut vraiment que nous changions de module. Alors après, qui doit faire quoi en la matière ? Bon, j'ai, comme d'autres, travaillé à la notion de contrat de plan. Je continue de penser qu'en termes stratégiques, une vision commune, pas étatique, commune, construite avec les partenaires sociaux, avec les collectivités locales. C'est d'ailleurs la mission que le président de la République a confiée à Jean Pisani-Ferry en relançant la démarche de stratégie en France. Cette vision, elle est normale. Et quand Alain redit « nous n'avons plus de vision des secteurs stratégiques dans lesquels nous pouvons aider », la seule remarque que j'ai envie de lui faire, mais je suis sûr qu'il est convaincu, c'est que ce n'est pas à l'échelle de la France, c'est à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire que là, sur des secteurs comme les productions de biens d'équipement, l'énergie, etc., il faut une vision stratégique sur les biotech, mais elle est évidemment à l'échelle de l'Europe. Et c'est là où on doit passer d'une vision qui était assez nationale dans le gaullisme et le pompidolisme à une vision européenne. Mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit partenariale. Mais après, il y a les moyens d'exécution. Et là, je me contenterai de 2 remarques. À la table, il y a le président de l'ARF, je suis vice-président d'une région, et nous en parlons souvent avec Alain. Et puis, il y a le maire de Grenoble, dont j'ai été le directeur de cabinet, le directeur général des services. Donc je suis très heureux de constater que la dynamique... Moi, j'adhère aux 2 discours. Pour une raison simple, vous avez parlé du comité des régions d'Europe. La région Rhône-Alpes, elle est associée à la Lombardie, au Bade-Württemberg et à la Catalogne. Voilà, ça s'appelle de façon très pompeuse, c'est pas nous qui avons appelé ça. On appelle ça les 4 moteurs de l'Europe. Il y a 2 régions très semblables à la Rhône-Alpes. Puis il y en a une plus grande, la Lombardie. Mais les 2 autres, c'est à peu près le même nombre d'habitants, voilà. Et bien dans ces 3 régions, j'ai un principe simple.
il n'y a pas de région forte sans métropole forte, et il n'y a pas de métropole forte sans région forte. Et vous pouvez regarder la Catalogne et Barcelone, Stuttgart et le Bade-Wurtemberg, Milan et la Lombardie, dans le sens que vous voudrez, elles sont toutes les deux fortes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas des provinces. Hein, il y en a en Italie, il y en a aussi ailleurs, pour régler d'autres questions, qui sont la proximité sociale, la solidarité des territoires. Mais fondamentalement, ce qui fait la dynamique, c'est la capacité des deux à travailler peut-être sur des choses un peu différentes. C'est là où il faut des ajustements. Il est évident que dans un certain nombre de cas, c'est à la région d'être prioritaire. Dans d'autres, ça peut être la métropole. Et Alain dessinait tout à l'heure un chemin pour trouver l'accord entre les deux qui doit absolument se faire. Et aujourd'hui, je crois que si on avait eu une discussion au fond sur cette question, avec un État qui dise franchement, je vais vous lâcher les baskets, et je vous demande de vous entendre et de vraiment construire le chemin pour retrouver de la compétitivité pour nos entreprises, je pense que ça aurait été une bonne solution. Ça n'a pas été le cas, parce qu'au fond, je suis tout à fait d'accord avec le premier point de Michel Destot. Nous n'avons pas une loi de décentralisation. Nous avons une loi de réorganisation partielle des pouvoirs entre les collectivités territoriales françaises. Le mot décentralisation est de trop, puisqu'il n'y en a quasiment pas de décentralisation. Et puis la dernière remarque que je veux faire, elle a été déjà évoquée par Michel Destot et par Alain Rousset, mais il faut que l'on mesure la faiblesse des régions dans ce pays. Aujourd'hui, la région Rhône-Alpes, deuxième région de France, elle consacre par an 85 millions d'euros au soutien à l'action économique, tout confondu. Tout confondu. Tourisme, soutien aux PME, soutien à la recherche, soutien à l'international. Voilà. Et pourtant, nous sommes une région plutôt bien regardée, oui, 6 500 000 habitants, avec Entreprise Rhône-Alpes Internationale, qui fait plutôt des envieux, qui est une... Mais 85 millions d'euros, c'est moins que ce que la Catalogne ou la Lombardie consacrent au soutien à l'activité touristique. Voilà, c'est juste un chiffre intéressant. Je rappelle un autre chiffre. Le budget global des collectivités régionales en France, c'est 27 milliards d'euros. Quand on les a toutes mises ensemble, c'est 27 milliards d'euros. C'est d'ailleurs moins que le budget d'une des 3 grandes régions que j'ai citées là. C'est-à-dire qu'on a des nains qui sont non pas des nains géographiques. Moi, je ne crois pas trop au débat sur la taille, mais sur la puissance d'intervention, sur la capacité à peser, mais c'est invraisemblable. Et si on ne renforce pas ça, on pourra toujours cavaler. C'est absurde d'opposer tel ou tel niveau. Il faut d'abord renforcer un niveau qui est un niveau qui existe partout et qui est évidemment porteur de dynamique. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune opposition. Ce qu'il faut, c'est un acte fondamental et fondateur de décentralisation pour créer des structures sérieuses. Je ne suis pas pour un fédéralisme. Et Alain Rousset le dit souvent, les régions françaises ne demandent pas de faire tout. Elles ne demandent pas la justice, elles ne demandent pas la police comme l'ont certains États fédéraux. Mais sur cette question stratégique, des outils de la croissance, du soutien à la dynamique, elles doivent exister comme les grands pôles urbains, évidemment, qui ont aussi leur rôle dans cette affaire. Mais là, nous n'y sommes pas et malheureusement, nous risquons d'en être encore loin dans les mois et peut-être les années qui viennent. Merci. Je vais donner la parole à Mme Cailleux qui souhaitait réagir au propos de M. Destot. Oui, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression d'être ici le petit pousset entre le président d'une région extrêmement dynamique et un maire président d'une agglo non moins dynamique. Bon, je voudrais quand même vous dire qu'il y a quand même des régions, alors même si la Picardie n'est pas non plus la région la plus importante de France, on en est conscient. Quand il y a des fusions de départements, ça achoppe. Donc je voudrais quand même qu'on se rende compte que les élus ne sont pas si favorables que ça à des regroupements. J'ai présidé le rapport de la CDCI de mon département. Je peux vous dire que pour faire fusionner 2 syndicats d'électricité, c'est la croix et la bannière et ça fait 1 an que ça dure. Donc bien évidemment, je partage vos idées de grandeur, de dynamisme qui sont proportionnelles à l'ampleur de votre territoire. Mais néanmoins, je crois que... alors là, je suis d'accord avec vous. La 3e loi de décentralisation, ça n'en est pas une. C'est un espèce de maquillage, je dirais, à la nouvelle sauce gouvernementale aujourd'hui. Et ça n'apporte rien en termes de développement de nos territoires. Les développements de nos territoires, on se les préempte soi-même.
Si on est, j'allais dire, si on est compétent, si on a la volonté de faire avancer le territoire, c'est parce que vous êtes allé à Singapour, c'est parce que vous êtes allé dans d'autres régions et vous n'avez pas attendu que l'État vous donne la permission de le faire. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que les métropoles, elles ne pourront pas exister dans tous les départements. Alors, est-ce à dire que demain, c'est le déclin pour les départements où il n'y en aura pas ? C'est la question que je pose. Moi, ici, dans l'Oise, je ne vois pas de possibilité de métropole. Je n'en vois pas non plus en Picardie, que ce soit dans l'Aisne ou que ce soit dans la Somme, à moins que Beauvais aille jusqu'à Amiens. Mais ça, je ne sais pas, vous en parlerez au maire d'Amiens, je ne sais pas si ça l'emballe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a à la fois une offre pragmatique sur chaque territoire, à l'intérieur des spécificités du territoire. Moi, j'en suis tout à fait d'accord. Nous sommes une région agro-santé, agroalimentaire, avec des laboratoires de recherche qu'on essaye de développer grâce à une école d'ingénieurs. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas jouer dans la même cour que la région Rhône-Alpes ou la région PACA. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points d'ancrage que les agglos peuvent développer parce qu'elles ont des compétences spécifiques, des spécialités, des PME, des antennes universitaires qui leur permettent de faire de la recherche et d'attirer à elles un développement économique qui devient endogène et qui permet de créer de l'emploi. Alors, vous avez sans doute un taux d'emploi, vous avez de la chance, un taux de chômage inférieur. Je pense que, j'allais dire, sur notre territoire où on s'est beaucoup, on s'est donné beaucoup de mal grâce à un certain nombre d'entreprises sur laquelle on a travaillé en partenariat avec la région Picardie. Je pense à Massey Ferguson, par exemple, qui aujourd'hui représente 2000 emplois et vient, grâce à un appel d'offres qu'on a gagné, de créer une nouvelle usine et de développer 500 emplois nouveaux. Je pense que ça n'est pas inhérent à la strate de communes dans laquelle on vit, que c'est inhérent à la volonté des élus et au partenariat qui peut se mettre en place avec les régions. Alors évidemment, le grand absent du débat, c'est le département. C'est en fait ce qu'on avait voulu faire, et je reprends par rapport au précédent gouvernement, entre un conseiller territorial qui est à la fois départemental et régional. Et c'est en simplifiant ces strates-là qu'on arrivera à être le plus efficace possible au service de nos entreprises. J'allais dire, ça me paraît être la simplification sur laquelle on n'est pas allé au bout. Je suis d'accord avec vous. Oui, malheureusement, on n'est pas allé au bout, je le concède. Mais néanmoins, c'était la vision qui imprimait le progrès. Sur réaction du président Rousset à la réplique de Mme Cailleux. Non, comment dire, je crois qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un panel, comme disent les Canadiens, qui est d'accord sur l'analyse et dans la comparaison qu'on fait tous avec d'autres pays, de se dire, mais pourquoi en France on n'arrive pas à se bouger ? Pourquoi en France il est si difficile de faire des réformes ? Moi j'ai une analyse, je pense que Michel la partage, et vous la partagez peut-être vous aussi madame. Un pays centralisé ne se réforme pas. Un pays centralisé vit la révolution. Et d'ailleurs, pourquoi De Gaulle répond par la régionalisation ? Sauf que l'échec du référendum est aujourd'hui comme une chape de plomb à l'égard de tout l'appareil d'État qui conseille les princes, quels qu'ils soient, de quelque sensibilité politique qu'ils soient, et on ne s'engage pas dans une vraie décentralisation. On n'a pas fait déjà dans les années 60 ce que tous les pays du monde ont fait, à savoir diminuer le nombre de communes. Je rappelle qu'en Allemagne, dans tous les pays, même plus récemment au Canada, tout le monde, c'est pas possible en France. 36 000 communes, voilà. On n'arrive même pas aujourd'hui à expliquer que, quand on regarde d'autres modèles, il serait peut-être intéressant, dans les communes où on n'arrive pas à bâtir un conseil municipal, que le représentant de la commune de 200, 300, 600 habitants soit le maire adjoint d'un regroupement de communes. Ça pourrait être intéressant. Il y aurait toujours un maire, et en même temps, il y aurait une solidarité et une dynamique. Parce qu'on n'arrivera pas à faire avancer plus. Mais pourquoi je disais tout à l'heure qu'un pays centralisé est le plus difficile à réformer ?
On le vit au Parlement. Moi, quand je regarde les questions au gouvernement, je me dis, mais c'est pas possible. La moindre entreprise qui ferme, c'est la faute au gouvernement. Le moindre problème, un passage à niveau, c'est la faute au gouvernement. Et tout remonte à l'État. La notion d'État, en France, est magique. C'est le Père, la Mère, le Saint-Esprit, parfois d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on est en compétition internationale, et Michel l'a dit tout à l'heure, on confond unité et uniformité, il serait intéressant, au contraire, de faire un acte extrêmement fort de décentralisation. Ce qu'on reproche les uns et les autres à cette loi, c'est qu'elle n'est pas une loi de décentralisation. Simplement pour vous rappeler un petit souvenir, la fameuse conférence territoriale contre laquelle, nous, au niveau des régions et au niveau des villes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la proposition de Jean-Jacques de Peretti à Nicolas Sarkozy. C'est la proposition qui actait, c'est là où il y a eu un tournant, sous Sarkozy, on acte le fait que la décentralisation, c'est fini. Sauf que pour nous, non, ce n'est pas fini. Je vois au niveau des régions, on signe une convention avec le président de la République, l'innovation, c'est les régions. Bercy garde 240 millions d'euros pour décider s'il met 160 000 euros à telle PME, pour l'innovation, 300 000 à ceci. Mais enfin, ça signifie qu'il y a combien? 3 services d'instruction. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ou à ce que disait Michel, quand on veut se comparer à une région française et un Länder allemand, je ne parle pas sur la compétence éducative, santé, police, etc. Je parle sur la compétence économique. Un land comme Hambourg, 1 800 000 habitants. Hein, c'est pas... L'Aquitaine, 3,2 millions, Rhône-Alpes, plus de 5 millions, ou plus de 6 millions, je ne sais plus. Mais le land de Hambourg met 4 fois plus, a la capacité de mettre 4 fois plus pour accompagner ses PME que la région Aquitaine plus Midi-Pyrénées. Et je ne veux pas sortir le chiffre de la région Aquitaine par rapport à mon ami et ce qu'on met sur le développement économique, mais même si moi j'ai considéré que c'était un effort, je mets 10% de mon budget sur la recherche, je mets 10% de mon budget sur les entreprises. Bon. Mais même ça, même cette puissance de feu que j'ai dégagée en supprimant des tas de choses, et je suis à 2-3 fois moins qu'un land qui a 2 fois moins d'habitants. Donc à un moment donné, et quand on a à faire une opération, parce qu'aujourd'hui il faudrait s'engager avec l'État, les régions et l'État, sur un vaste mouvement de modernisation du process industriel. Nos entreprises industrielles ont vieilli, ça explique une grande part, je ne sais pas ce que tu en penses, ça explique une grande part de notre retard en compétitivité. Moi j'ai fait l'expérience. J'ai mis jusqu'à 20 millions d'euros sur une entreprise. On a reconstruit l'usine. Eh bien, on a divisé par 2 le temps de production des moteurs d'hélicoptères. Je peux vous dire que l'entreprise, elle n'a aucun problème de compétitivité à l'échelle mondiale. Et je fais la même chose sur les trains d'atterrissage, la même chose sur des voilures. Enfin, je veux dire, bon. Et il faut qu'on fasse. Voilà. Alors, aujourd'hui, la difficulté que l'on a, Michel Destot le disait tout à l'heure, c'est que notre histoire séculaire, c'est même bien avant la Révolution. La France s'est construite contre les provinces et contre les villes, d'une certaine manière. Je suis en train de lire un ouvrage, le dernier ouvrage de l'Assemblée nationale sur les comités secrets de l'Assemblée nationale pendant la Commune. Vous savez, la défaite de la France, 1870, 1871, etc. Et tout l'effort qui est fait pour éviter qu'on donne réellement un pouvoir au conseil municipal de Paris. C'est par tout le monde. Grévy, femmes, hallucinant. Mais c'est caricatural. On comprend pourquoi. Et tant qu'on aura... Alors, est-ce que ça vient des grands corps de l'État? Est-ce que l'existence des grands corps de l'État qui ont une stratégie de corps, de la même manière aussi que les organisations syndicales, tout remonte à Paris. Comment peut-on rendre notre débat plus pragmatique? Enfin, la France est un pays qui a une créativité immense. Nous ne savons pas faire maturer cette créativité. Je le disais tout à l'heure, vous avez, je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'avais un déjeuner de travail et je l'ai développé dans ce déjeuner de travail. Aujourd'hui, le modèle industriel est homothétique, le modèle industriel français est homothétique au modèle d'organisation administrative. Vous avez l'État avec
qui peut tout faire, qui peut de moins en moins payer, mais qui peut tout faire, qui veut intervenir même marginalement, ou qui va se lancer dans des tas d'appels à projets pour mobiliser les équipes. Et en bas, vous avez les collectivités locales sous-traitantes, sans hiérarchie de même niveau, pour beaucoup de choses. Pas pour tout, parce qu'on prend des initiatives, parce que, bien sûr, mais quand je regarde la part de la LGV dans mon budget, je peux vous dire que si je le mettais dans la recherche et dans l'innovation, quand je regarde la part de mon budget sur l'université de Bordeaux, ou de Pau, bon. Et d'un autre côté, sur le plan industriel, vous avez quoi? Vous avez les grands groupes, qui sont d'ailleurs consanguins avec l'inspection des finances, souvent, aspirés à l'international, et vous avez en bas des PME sous-traitantes. Vous avez deux modèles similaires, avec souvent une consanguinité. Tant qu'il n'y a pas que l'État a produit les grands groupes, regardez EDF, regardez le nucléaire, regardez le chemin de fer, etc., des grandes volontés. Tant qu'il n'y aura pas une volonté régionale adossée, bien sûr appuyée avec les agglos et les autres collectivités, adossée aux universités, adossée aux fonds d'investissement, nous ne créerons pas ce tissu de PME capable de répondre, comme tu le disais tout à l'heure, à la compétition internationale. Et, c'est-à-dire, parce que public-privé, ça doit se parler, parce qu'il y a des échanges. Ce matin, j'étais avec le responsable de l'association des fonds d'investissement. On a besoin en France de 12 milliards d'investissements dans les fonds propres des entreprises. Nous ne pouvons, par les fonds qui existent, en produire que 6. Si aujourd'hui, d'une manière contracyclique, les régions ne se remontent pas les manches avec la BPI, avec l'État, peut-être en faisant des émissions obligataires pour investir, nous allons souffrir demain énormément. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une forme de spécialisation et de connaissance. Mais prenons pour répondre à votre préoccupation ce que vous disiez tout à l'heure. On a fait, Rhône-Alpes, Aquitaine, toutes les autres régions, des schémas universitaires. Le gouvernement précédent lance le plan campus. Ce plan campus, on demande à chaque université de réfléchir à un projet. Sauf que ce plan campus, il ne sert qu'à réhabiliter les murs. Sortent. Ah, je peux vous assurer. Je peux vous assurer, je le cofinance à 50%. Sauf que ça ne concerne que 10 universités sur 80. Pourquoi? Qu'est-ce que deviennent les 70 autres? Qui va financer leur réhabilitation? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de dire, vous régions, celles qui le veulent, vous prenez la responsabilité bâtiment, équipement des universités, après vous vous arrangez avec les agglos, bien sûr, de telle sorte qu'on couvre le territoire. Et que, moi, il n'y a pas que l'université de Bordeaux, je veux des avant-postes de l'université à Agen et à Périgueux. Parce que je sais que si je concentre tout sur Bordeaux, tous les jeunes de milieu populaire n'iront pas. Sauf si je maintiens Périgueux, un premier cycle à Périgueux, à Pau et à Agen, je sais que je double le nombre de jeunes issus de milieu populaire. Et j'ai un autre rapport. Mais bien sûr, je le fais à Périgueux, je le fais à Agen. Mais est-ce qu'il n'est pas simple de dire à un moment donné, et ben voilà qui fait quoi? Ce que disait Michel tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, tout ça, c'est eux qui le font. Et s'ils le font mal, ils se font botter le train aux élections. Voilà. Ils sont responsables. La décentralisation, contrairement à un certain nombre de collègues, y compris de ma sensibilité politique, c'est pas la liberté, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Et voir que tout remonte à Paris, mais toi aussi, que tout remonte à Paris, je vois que tu connais bien tes sources, que tout remonte à Paris, moi c'est fascinant. Mais est-ce que vous savez que le Portugal, quand il a été en difficulté, eh bien, il a supprimé toutes les préfectures pour faire des économies. Il n'a pas supprimé les pouvoirs de l'État sur le territoire. Je veux dire, aujourd'hui, alors, j'ai eu, bien entendu, par rapport au corps préfectoral qui me voue une affection débordante, je ne comprends pas pourquoi sur les territoires il y a des sous-préfectures. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aux maires, aux petites intercommunalités, aux intercommunalités, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir une gendarmerie performante, d'avoir un hôpital ou un tribunal de commerce par rapport à la sous-préfecture? Oui, c'est facile. Merci. Donc,
Oui, une toute petite réaction pour dire à Caroline Cailleux mon accord. Hein, et c'est pas pour faire plaisir que je dis ça, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de nous en tirer si on ne joue pas ensemble. Et concrètement, sur la région Rhône-Alpes, nous avons évidemment fait corps avec la région LE, le Conseil régional, mais aussi avec des villes comme Chambéry ou comme Valence, et parce que nous considérons qu'il serait ridicule de demander à toutes les unités universitaires, tous les laboratoires de recherche, d'intégrer la métropole de Grenoble. Ce serait complètement fou. Il faut au contraire mailler le territoire, et c'est comme ça qu'on va arriver. Il faut nous laisser la possibilité de le faire et je voudrais, parce que l'heure se termine, parler des investissements. Bernard Soulages l'a évoqué à travers ce qu'on pouvait faire pour l'exportation, notamment ce qui semble évidemment extrêmement important, mais également dans l'autre sens. Vous savez que notre pays, qui était le deuxième pays qui attirait les investissements étrangers en France, est devenu le troisième pays en Europe, passé par les Allemands, derrière le Royaume-Uni. C'est catastrophique. Bon. La richesse de Grenoble, excusez-moi de parler de ma ville, mais c'est évidemment celle que je connais mieux. Dans la région grenobloise, il y a 132 entreprises américaines. 132 entreprises américaines. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont décidé un jour de venir s'implanter parce qu'ils considéraient qu'il y avait du business à faire et qu'il y avait plus intérêt à être plutôt là que dans d'autres villes européennes ou en Asie ou en Amérique. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ce que des entreprises chinoises, des entreprises brésiliennes, des entreprises de tous ces pays aujourd'hui émergents, qui ont la volonté justement d'investir et d'investir hors de leur pays, puissent venir et qu'on soit attractif. C'est pas Paris à elle toute seule qui va s'en tirer. On a une richesse d'attractivité sur notre territoire. Je parlais de la cuisine tout à l'heure. Il est évident que quand on fait, comme on a fait par exemple sur Grenoble, une cité scolaire internationale, comme à Ferney-Voltaire à côté de Genève ou à Saint-Germain-en-Laye à côté de Paris, où on a la capacité d'attirer des gens qui viennent des quatre coins du monde et qui peuvent suivre pour les enfants leur parcours scolaire dans leur langue maternelle, en américain, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en brésilien, en arabe ou en chinois comme on le fait à Grenoble. C'est un avantage comparatif absolument extraordinaire. Quand on était en compétition avec Motorola entre Dresde et Grenoble, plutôt que de venir en Allemagne, ils sont venus à Grenoble. Bien sûr, il y avait l'ETI, bien sûr, il y avait le CEA, bien sûr, il y avait l'environnement des nano- et microtechnologies, mais il y avait cette capacité du territoire à proposer, en plan universitaire, au plan social, au plan culturel, un avantage compétitif indiscutable. Eh bien ça, c'est la richesse de notre territoire français, petite, moyenne, grande ville, département et région, et c'est en complémentarité de tout ça qu'on y arrivera. Donc c'est effectivement la territorialisation qu'on fait, et non pas des sortes d'octroi qui nous est donné. Et je dis que c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, alors que 70%, c'est 71%, des investissements publics civils dans notre pays relèvent des collectivités territoriales, on est en train de baisser les investissements et les dotations de l'État en direction des collectivités territoriales, dont la conséquence sera que l'investissement deviendra la variable d'ajustement, baisse des investissements ce sera, baisse de l'activité économique, notamment on le sait dans le BTP, d'autant plus grave que le BTP, c'est des qualifications moyennes, et quand il y a du chômage dans le BTP, c'est du chômage plus dur que quand on est dans les nanotechnologies où on peut retrouver effectivement un boulot dans un autre service de logiciel. Je crois qu'il y a du monde qui est à la porte, on me fait signe. C'est important. Merci à tous. Je ne fais pas de conclusion, je vais laisser la place.